Comment devenir libre financièrement et ne pas perdre sa vie à la gagner? Je suis Guillaume, cofondateur avec mon associé Christophe de la newsletter Ataraxia. La mission d'Ataraxia est d'aider un maximum de personnes à atteindre la liberté financière grâce à l'investissement, notamment immobilier. Nous avons lancé le podcast Au coin du feu pour partager les discussions que nous avons entre nous. Si vous souhaitez accélérer sur le chemin de la liberté financière, bienvenue avec nous au coin du feu. Christophe, en investissement immobilier comme dans d'autres domaines, il y a autant de manières de réussir que d'investisseurs. Je connais personnellement des investisseurs qui sont des pros de la négociation. Ils savent comment y faire. J'ai un très bon ami qui est vraiment un négociateur incroyable. Et toi, c'est complètement à l'opposé. Tu négocies pas. Est-ce que tu peux nous expliquer ? Alors c'est un peu extrême présenté comme ça, puisqu'il y a des biens que j'ai fortement négociés. C'est juste dans mon expérience, je me suis rendu compte que mes meilleurs achats, donc les 5 meilleurs immeubles que j'ai aujourd'hui, ce sont des immeubles que j'ai achetés sans négocier. Donc ça ne veut pas dire que négocier est une mauvaise chose, ça veut dire qu'en faisant les choses un petit peu différemment, on arrive à avoir au final des résultats qui sont meilleurs. Je vais m'expliquer. Je pense que comme dans tout marché, il y a des anomalies qui se présentent. Pour quelque raison que ce soit. Ça peut être parce que le vendeur a une raison forte de vendre rapidement. Ça peut être parce que l'intermédiaire, et c'est pas valable qu'en immobilier, si vous devez vendre votre voiture rapidement parce que vous voulez récupérer de l'argent, vous allez la vendre en dessous du prix du marché pour la vendre vite. Ça peut être parce que l'intermédiaire est de mauvaise qualité et ne sait pas faire son travail comme il faut. Je reprends l'exemple d'une voiture, on va parler d'immobilier après, mais j'ai ma voiture, je ne suis pas du tout spécialiste du marché automobile. Je vais voir un garagiste et c'est lui qui va vendre, un concessionnaire, c'est lui qui va vendre ma voiture, je vais lui faire confiance. Si lui fixe un mauvais prix, moi en tant que particulier n'y connaissant rien, je ne sais pas si c'est le bon prix ou pas. Dites-vous que c'est la même chose en immobilier. Donc réellement, moi, mes 5 biens les plus rentables aujourd'hui, les 5 meilleurs immeubles que j'ai aujourd'hui, ont été achetés au prix du marché, au téléphone, avant de visiter. Donc je sais que ça étonne à chaque fois que je présente les choses de cette façon-là. Pourquoi je me suis permis de faire les choses comme ça ? Parce que je connais très bien la zone sur laquelle j'opère. Et donc quand quelque chose est publié qui me paraît très intéressant sur le marché et me paraît être une anomalie, immédiatement je saute dessus. Et je fais en sorte de bloquer ce bien-là le plus rapidement possible pour pas que d'autres investisseurs puissent aller le visiter, puisque je sais qu'il y a une probabilité très forte que si d'autres personnes vont le visiter, je vais me faire passer devant. Donc je fais une offre par téléphone puis par email. Les agents immobiliers détestent ça, mais une offre au prix, elle est forcément acceptée par le vendeur. Donc c'est équivalent à avoir immédiatement un compromis. Et donc l'agent immobilier est obligé d'arrêter de faire les visites et donc vous passez en priorité par rapport à ces personnes-là. Et donc par rapport aux concurrents que vous pourriez avoir. Donc sur ces 5 biens-là, alors ça ne s'est pas passé comme ça à chaque fois, ça veut dire que ça m'est arrivé de faire des offres par téléphone au prix parce que je pensais que le bien était très intéressant et en arrivant sur place, il s'avérait que ce n'était pas le cas. C'est absolument pas gênant puisque je peux me sortir complètement, j'avais juste bloqué le bien pour avoir le temps, moi, d'aller le visiter. Mais sur les 5 dont je parle là, en fait, c'est toujours l'intermédiaire qui est mauvais ou malhonnête. Ça veut dire que soit l'intermédiaire a mal fixé un prix parce que des agents immobiliers qui vendent des immeubles de rapport complet à plusieurs centaines de milliers d'euros, voire des montants qui se rapprochent d'1 million, dans des villes moyennes où j'investis, ce n'est pas des produits qu'ils ont tous les jours, donc ils ont peu d'expérience dessus. Ils ont aussi peu d'acheteurs pour ces montants-là. Et donc certains ont tendance à de temps en temps afficher un prix qui est complètement aberrant. Donc certains le font par méconnaissance de leur marché ou manque d'intelligence. Je suis désolé de le dire comme ça, mais il n'y a pas d'autre mot. D'autres le font pour profiter d'une situation, par exemple une succession. Moi, ça m'est arrivé, sur ces 5 biens, il y en a 3 qui viennent de succession. Et les 3 ont été achetés avec la même agence immobilière. Ce n'est pas elle qui m'a appelé, c'est moi qui ai trouvé ce bien-là. Mais il s'est trouvé que par hasard, alors il n'y a jamais eu de hasard là-dessus, mais c'était la même agence immobilière peu compétente ou peu scrupuleuse entre les deux. Et ce qui se passe, c'est que c'était des biens qui étaient vendus suite à une succession, souvent avec plusieurs enfants, qui habitent très loin, qui n'ont aucune connaissance du marché immobilier local,
Donc ils font confiance à l'agent qui gérait le bien en général, puisque là c'était le cas, qui mettent en vente sans avoir aucune connaissance du prix. Et l'agent, parce qu'il veut que ça se vende très vite, a tendance à sous-estimer le prix de ce bien-là. Et donc sur ces opportunités-là, j'ai vraiment sauté dessus. Et vraiment, ça a été mes meilleures opportunités. Donc je sais que tout le monde vous dit il faut repérer des biens qui sont là depuis longtemps, il faut faire des offres massacrées. Ça m'est arrivé, j'ai fait des très bonnes négociations. Mais si je dois mesurer après, avec 10 ans d'expérience, en me retournant sur mon parcours, oui, j'ai fait des bonnes opérations en négociant. C'est des choses qui sont très chronophages, puisqu'il faut visiter plusieurs choses, il faut surveiller le marché pour vérifier que ces biens ne soient pas vendus et savoir que ça fait 6 mois qu'ils sont en vente ou 1 an qu'ils sont en vente. Il faut faire 10 offres massacrées ou 20 offres massacrées pour qu'il y en ait peut-être une qui passe. Donc c'est quand même un process qui est très lourd, qui peut aboutir à un projet très intéressant, mais qui prend quand même beaucoup de temps. Mon autre méthode, finalement, prend peu de temps. On cherche tous les jours, on connaît son marché. On est très réactif. Par contre, s'il y a quelque chose qui est paru, on ne se pose pas des questions pendant des heures et des heures, on saute dessus immédiatement. Et donc, on peut aller très vite de cette façon-là. Alors, ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas, je pense, de bonne méthode. Toi, par exemple, avec cette méthode-là, ça t'est arrivé de rien trouver pendant 6 mois et d'acheter 3 biens en 1 semaine. Et il y a des gens qui ne vont pas supporter d'avoir cette période, on va dire, d'inactivité de 6 mois, des gens qui ont besoin d'être plus actifs. Et je pense que c'est valable en immobilier comme ailleurs. L'important, c'est de trouver sa méthode. Je ne pense pas qu'il y ait une méthode qui soit radicalement supérieure aux autres. La personne qui va adorer la négociation, qui va adorer ça, qui va adorer l'action, l'adrénaline, va aller négocier, va aller justement se battre pour arracher la bonne affaire. Toi, tu avais une approche différente. Et il ne faut pas se dire il y a quelque chose qui est mieux. C'est comme des types d'investissements. Il y a des gens qui préfèrent des immeubles, d'autres qui préfèrent autre chose. Il faut trouver ce qui nous plaît. Là où on va être bon, souvent on est bon dans quelque chose qu'on aime bien faire, et là on va réussir, mais surtout pas essayer de copier la méthode d'un autre qui ne nous ressemble pas. Non, alors complètement d'accord avec toi. Je mettrais juste une petite nuance, c'est que je vois beaucoup de gens s'enfermer. Par exemple, j'aime la négociation, et ils vont s'enfermer dans des négociations infinies qui n'avancent pas. Moi je pense qu'il faut quand même replacer le débat en se disant on est là pour être investisseur, on est là pour avancer. Certes, de temps en temps, ça demande de la patience, mais il faut trouver la méthode qui est la plus efficace pour vous, qui vous permet d'avancer le plus rapidement quand même dans votre vie d'investisseur. Et souvent, c'est au final une multiplication de méthodes. Comme je vous l'ai dit, j'ai acheté des biens avec négociation aussi, parce que, comme tu l'as dit juste avant, de temps en temps, pendant 6 mois, je ne trouvais pas de bien qui était intéressant avec cette méthode de sauter directement sur un bien qui était mis en vente. Donc à vous de trouver cet équilibre-là. Il faut de toute façon jamais avoir une seule méthode, il faut essayer de les multiplier. Mais je veux vraiment insister là-dessus en disant c'est très compliqué pour les gens de trouver la balance entre la patience nécessaire dans n'importe quel investissement. Quand on investit en bourse, il faut aussi avoir énormément de patience. Quand on fait du trading, contrairement à ce qu'on croit, on ne saute pas sur toutes les opportunités, on ne fait rien 99% de notre temps. Et donc apprenez à avoir cette patience-là et ne vous enfermez pas dans quelque chose dans une qualité que vous pourriez avoir qui au final ne vous permet pas d'avancer. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un encouragement, une note ou un commentaire en fonction de la plateforme sur laquelle vous êtes. Et si ça n'est pas déjà fait, rejoignez notre newsletter Ataraxia, les informations se trouvent en description.